Bonjour, à l'occasion de la 70e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris la parole pour souligner les progrès accomplis, mais aussi les défis persistants en matière d'égalité des sexes, de paix, de développement. Première femme à diriger le gouvernement congolais. Elle porte une vision ambitieuse pour renforcer la participation des femmes dans la vie politique, économique et sociale, tout en appelant la communauté internationale à transformer ses engagements en actions concrètes, notamment dans les zones de conflit. Nous la retrouvons bientôt dans cet entretien dans lequel nous aborderons les enjeux liés aux droits des femmes, à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, aux réformes engagées en République démocratique du Congo, ainsi qu'au rôle des femmes dans le gouvernement mondial. Venez avec nous. Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, bonjour. Bonjour, Yemutu. Comment se porte aujourd'hui votre pays, la République démocratique du Congo, depuis le début de l'année? L'actualité a été particulièrement intense, on l'a tous suivi. La situation sécuritaire à l'est du pays, les discussions et initiatives aux Nations Unies, ainsi que plusieurs enjeux diplomatiques et humanitaires d'ailleurs. Peut-on dire, Madame la Première ministre, que cette période a été particulièrement chargée pour votre gouvernement? Votre question m'a un peu fait hésiter au début en disant comment se porte le pays. Une chose est sûre, c'est que le début de l'année a été très intense pour le gouvernement. Vous savez, à la fin de l'année dernière, nous avons eu les accords de Washington. Donc rapidement, il a fallu déjà commencer à suivre pour s'assurer que de notre côté, nous allons respecter ce pourquoi nous nous sommes engagés. Et donc, il y a tout un suivi, tous les mécanismes de suivi qui sont mis en place, qu'il fallait s'assurer qu'ils sont opérationnels, etc. En même temps, il y a la situation de guerre qui reste préoccupante parce que non seulement nous avons eu les résolutions du Conseil de sécurité, la 2773 qui demandait le cessez-le-feu, avec les accords de Washington, nous sommes revenus avec cette question de cessez-le-feu. Sur le terrain, c'est une autre réalité parce que le Rwanda, avec le AFC M23, ils ont continué non seulement à ramener des hommes de troupes sur le terrain, mais à attaquer. On a eu Uvira qui était tombé. Là, on a pu récupérer Uvira. Et voilà, donc c'est toute cette problématique de sécurité sur laquelle on est encore en train de se battre et qui parle de problèmes de guerre, parle de problèmes humanitaires, avec toute cette population qui est négativement impactée, et particulièrement les femmes, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, dans notre pays, dans cette partie qui est occupée, le viol est utilisé comme arme de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est confirmé par un certain nombre de rapports, et donc ce sont des situations que nous sommes obligés de suivre particulièrement. Nous avons tous ces déplacés-là pour lesquels nous avons dû intervenir, particulièrement ceux qui se retrouvent déplacés externes dans des pays comme le Burundi, la Tanzanie. La RDC a dû intervenir directement auprès du HCR pour assurer quand même qu'une prise en charge adéquate soit possible au niveau de ces populations déplacées. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et comme je le dis toujours, cette situation de guerre nous amène à effectuer des dépenses importantes d'un point de vue sécuritaire, militaire. Et si nous n'avions pas cette situation, nous aurions pu injecter tous ces fonds-là dans le développement. Et raison pour laquelle, tout comme le chef de l'État, on en appelle à la paix, parce que nous avons besoin de cette paix pour développer pleinement notre pays et pour diminuer, apaiser les souffrances de notre population, parce que c'est totalement inacceptable qu'on ait autant de morts. On compte millions de morts. On a plus de 5 à 6 millions
de déplacés internes, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable et donc il faut que ça cesse. Mais pour ça, nous continuons donc avec cette diplomatie agissante. Nous restons positifs, nous ne nous avons pas vaincus. Je pense que la population congolaise est une population résiliente et nous allons continuer à nous battre pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de notre pays, mais plus encore, nous nous battons pour cette population. Alors, à l'occasion, Madame la Première ministre, de la 70e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies, ici à New York, nous avons vu, vous avez pris la parole pour souligner les progrès accomplis, mais aussi les défis persistants en matière d'égalité, de sexe, de paix et de développement. Alors, dans votre discours, Madame la Première ministre, vous avez mentionné les violences, vous venez d'en parler d'ailleurs tout de suite encore, subies par les femmes dans l'Est de la RDC en raison de conflits, effectivement impliquant le Rwanda et le groupe rebelle. Quel soutien attendez-vous de la communauté internationale pour mieux protéger les femmes et les jeunes filles dans ces zones? Parce qu'apparemment, quand on écoute des fois les Nations Unies ou d'autres pays occidentaux, ils sont en train d'injecter de l'aide dans ce pays. Mais vous attendez plus d'aide ou vous ne voyez rien de tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, on en appelle à une responsabilité collective. Pourquoi? Parce que l'aide humanitaire, on en a toujours besoin, elle est importante, mais pour que l'aide humanitaire atteigne les populations, il faut avoir l'accès. Et quel est le meilleur accès si ce n'est pas un espace sans conflit, sans guerre. Et donc, c'est toute la responsabilité de la communauté internationale aujourd'hui de s'assurer que cette guerre cesse. Après les accords de Washington, je pense que le défi était de se dire, est-ce que, beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que c'est parce que, une fois que ces accords ont été signés, est-ce que la paix va être retrouvée du jour au lendemain? C'est vrai que c'est un processus et nous le suivons de près. Un appel au cessez-le-feu a été fait, mais qui n'a pas du tout été respecté par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Maintenant, nous en avons appelé à un certain nombre de sanctions. Vous avez pu le constater dernièrement. Il y a eu des sanctions contre l'armée rwandaise, RDF, ainsi que certains hauts gradés. Et je pense que nous attendons encore plus parce que il faut contraindre ceux qui ont décidé. Que vous avez demandé pendant. Bien sûr, nous avons demandé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on a commencé à les voir arriver. Bon, il y en a eu d'autres pour certaines personnes. Elles doivent continuer. Il faut absolument que la pression continue parce que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes dans notre bon temps. Nous sommes sur notre territoire. Nous sommes un gouvernement légitime, un président élu. Et ce n'est pas acceptable qu'un pays voisin décide pour des raisons d'exploitation illégale de ressources, pour des raisons d'expansion territoriale, de venir s'approprier une terre qui n'est pas la sienne. Est-ce là une victoire du gouvernement souminois? Comment? Est-ce là une victoire quand même? Je pense que parce que ces sanctions ont été demandées pendant plusieurs années. Victoire diplomatique, elle est à mettre à l'actif du président de la République et du gouvernement souminois qui l'accompagne, bien entendu. Bien entendu, avec notre ministre d'État aux Affaires étrangères et toute son équipe, ainsi que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été partie prenante dans les discussions, dans les négociations. Effectivement. Alors, vous avez souligné, Madame la Première ministre, la réforme du Code de la famille en 2016, qui a supprimé certaines dispositions discriminatoires, notamment l'autorisation maritale. Comment cette réforme a-t-elle changé concrètement la vie des femmes en RDC? Vous imaginez que jusqu'en 2016, une femme, pour pouvoir travailler, devait obtenir l'autorisation maritale écrite de manière officielle. Pour pouvoir voyager, obtenir un visa, devait avoir cette autorisation maritale. Et donc, en termes d'émancipation de la femme, je pense que c'était quand même un frein. Maintenant, aujourd'hui, une femme peut travailler sans subir cette contrainte-là, et elle peut vraiment
comment dire, s'émanciper et pouvoir laisser libre cours à toute son ambition professionnelle. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, à cela, bien entendu, il faut s'assurer que cette femme puisse accéder à une éducation, à une formation qui va lui permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances pour qu'elle puisse aussi accéder à un certain nombre de fonctions ou aussi juste être une entrepreneur et pouvoir travailler. Parce que même l'autorisation maritale, même pour entreprendre, il fallait avoir cette autorisation. Oui. Si vous voulez avoir un registre de commerce, vous devez avoir l'autorisation maritale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, je pense que c'est quelque chose de louable pour la République démocratique du Congo. Et avec le président Tshisekedi aujourd'hui, le champion de la masculinité positive, ben ouais, la preuve, pour la première fois depuis notre indépendance, exactement, nous avons une première femme première ministre. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été engrangé comme réforme d'un point de vue juridique, aujourd'hui produit des effets parce que aussi, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour pouvoir mettre en application tous ces textes. Et accompagner. Vous parlez du leadership du président Félix Tshisekedi. Toujours sous le leadership du président Félix Tshisekedi Tshilombo, la participation des femmes, comme vous le dites, dans les sphères décisionnelles est passée de 21%, pour être plus précis, à 32. 21, voilà, à 32% en 2024. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a maintenu le cap. Ça, c'est vrai. Alors, et on espère aller encore plus haut. C'est ça ma question, en fait, c'est de savoir quelles politiques ont permis d'abord ces progrès, Madame la Première ministre, et comment comptez-vous aller encore un peu plus loin? Je pense que non seulement pour les femmes qui sont déjà là dans le système qui existe déjà et qui sont dans le milieu professionnel, c'est de pouvoir les identifier. Il y a eu un certain nombre des bases de données qui ont été mises en place avec notamment certaines agences des Nations Unies pour pouvoir avoir un annuaire de femmes et tout. Ça a été peut-être pas bien fait, mais il y en a un certain nombre qui ont pu être identifiés. Et le plus important maintenant, c'est de se faire connaître, que les femmes puissent se faire connaître. Il y a beaucoup aujourd'hui d'actions en termes de leadership féminin, de formation qui sont données aux femmes, surtout les femmes qui viennent en politique. Parce que je pense que le plus important maintenant, c'est de casser ce plafond de verre où certaines femmes n'osaient pas. Maintenant, on peut démontrer qu'on peut. Et l'autre chose qui est le plus important, c'est vraiment comment dans l'éducation pousser les femmes à aller beaucoup plus loin. Et aussi parce que nous sommes dans une période où la technologie va aller de plus en plus loin, on est en transition énergétique, etc. Il faut pousser les femmes à aller dans tout ce qui est STEM, les études technologiques, scientifiques, parce que c'est ça l'avenir de demain. Exactement. Et il faut s'assurer que nous ayons des femmes aussi dans ces domaines-là. Et je pense que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller, avec notamment des programmes qui sont en train d'être revus au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est un travail qui doit être aussi fait au niveau supérieur, parce que même dans les études supérieures, il faut pouvoir canaliser pour qu'on aille vers vraiment les secteurs porteurs pour le développement de notre pays. Très important. Et nous parlons de ces femmes, de ces filles. C'est le mois de la femme, bien sûr. Vous êtes, encore une fois, la première femme à occuper le poste de première ministre de la République démocratique du Congo. Quel message, Madame la Première ministre, souhaitez-vous transmettre aux jeunes filles congolaises et à travers votre leadership? C'est juste de démontrer que rien n'est impossible. On peut y arriver, mais il faut travailler. Il faut travailler dur parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas acquis, ça ne va pas tomber du ciel, mais c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. Moi, je pense que pour moi, par exemple, c'est tout un parcours depuis l'enfance avec des parents qui poussaient, il fallait aller à l'école, il fallait étudier, avoir les meilleures notes et qui m'ont appris aussi à ne pas tomber à la suite d'un échec, mais plutôt à se le relever et à avancer. Et je pense que c'est ça la leçon. Les échecs, on apprend.
En fait, il ne faut pas prendre un échec comme une fin en soi. Au contraire, il faut prendre un échec pour pouvoir apprendre et rebondir et avancer. Et c'est ça que les femmes doivent retenir, particulièrement les jeunes filles. Elles ne doivent pas hésiter à s'éduquer, à se former. Et quelle que soit la filière, je dis tout le monde n'est pas amené à faire des études universitaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle beaucoup de formation professionnelle parce qu'il y a des métiers dont on a besoin aujourd'hui. Et si on n'y fait pas attention, on n'aura plus de main-d'œuvre qualifiée pour un certain nombre de métiers. Que ce soit qu'on prend aujourd'hui dans la plomberie, la menuiserie, etc. C'est des métiers aujourd'hui où il faut qu'on développe. Et que ce soit dans la construction, mais comme on dit aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de faire beaucoup plus en moins de temps. Et donc, tout ça sont des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse travailler, intégrer cela dans nos programmes éducatifs. Et je pense que ça sera autant bénéfique aux filles qu'aux garçons. Mais les filles, elles ne vont pas rester à la traîne parce qu'elles ont vu que d'autres avant elles sont passées et ont pu arriver à aller loin. Effectivement, ça encourage beaucoup plus ces filles et ces femmes. Madame la Première ministre, permettez-moi de poser cette question. Alors, on a vu que M. Antonio Guterres, qui approche à la fin de son dernier mandat, en tant que secrétaire général des Nations Unies, de nombreuses voix alors appellent à ce que l'organisation soit dirigée pour la première fois par une femme. Que pensez-vous d'abord de cette idée-là d'abord? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? Parce que vous voulez aussi donner l'exemple à ces jeunes filles qui bon, ça, on verra. Moi, je dis toujours, on verra ce que l'avenir nous préserve. Exactement. Je crois que pour moi, le plus important, c'est les résultats que nous pouvons mener aujourd'hui pour le développement de notre pays, pour la pacification. Pour moi, c'est sur ça que je suis focus pour le moment. Ouais. Vous êtes à New York, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé. Je vous en prie. Merci.